Après ma vidéo sur Monica Bellucci il y a quelques semaines qui, visiblement, vous avait surpris, il est temps de continuer cette petite série de vidéos qui s'attarde sur les carrières horrifiques de comédiens connus. L'idée, encore une fois, est de découvrir comment sont utilisées des figures liées à des étiquettes ou des rôles bien précis dans l'inconscient collectif dans le cadre de films d'horreur. Cela se révèle souvent intéressant et dans le pire des cas, cela permet d'en apprendre plus sur un acteur que l'on pensait connaître, de le découvrir sous un nouveau jour, parfois pour le mieux et de façon surprenante, parfois pour le pire. Et pour celui que j'ai choisi aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu particulier. Il s'agit d'un comédien qui ne s'est tourné qu'à très peu de reprises vers l'horreur, et ce surtout depuis que sa carrière s'est mise à sérieusement battre de l'aile, ce qui n'augure jamais rien de bon quant au choix de projet d'un comédien. Alors, véritable reconversion artistique ou choix professionnel par défaut, uniquement destiné à renflouer des comptes déjà bien vidés par des problèmes judiciaires et poussés par le manque de propositions intéressantes? Nous allons le découvrir ensemble, même s'il est possible que vous ayez déjà votre petite idée sur la question. Bonsoir, amis de l'horreur. Aujourd'hui, nous nous intéressons à Wesley Snipes. Wesley Snipes. Certains pourraient y voir un nouveau sous Schwarzenegger, une sorte d'autre Dolph Lundgren en quelque sorte, mais ce serait trompeur. Contrairement aux deux stars susmentionnées, et que, au passage, j'adore, mes vidéos sur eux sont là pour le démontrer, Snipes a touché à un petit peu tous les genres lors de sa carrière, surtout dans sa première partie, et est réputé pour être un bon comédien. Il profitait d'un physique atypique, au-delà de sa carrure imposante, de son visage aux traits particuliers, de même pour sa voix et ses intonations qui, couplées à un jeu souvent juste et sincère, nous donnent l'impression d'être en présence d'un acteur qui s'amuse sur le plateau et qui se fond dans la peau de son personnage à 100%, et ce, peu importe le rôle. Outre son apparition remarquée dans un certain clip d'un certain roi de la pop, il a tourné dans toutes sortes d'œuvres, parfois avec d'excellents cinéastes. Comment ne pas parler de ses rôles magistraux pour son grand pote Spike Lee, que ce soit dans le génial Mo Better Blues ou le très sympa Jungle Fever, dans lesquels on peut justement le voir user de certains de ses talents de comédien, son rôle de flic dans l'excellent King of New York d'Abel Ferrara ou celui de Nino Brown, gangster iconique dans le cultissime New Jack City de Mario Van Peebles. You must think I'm a demon, huh? Il est hilarant dans Les Blancs ne savent pas sauter de Ron Shelton, à la fois drôle et émouvant dans Dolomite is my name de Craig Brewer, effrayant, amusant et impressionnant dans le rôle du très méchant Simon Phoenix dans Demolition Man de Marco Brambilla, tellement humain dans son interprétation de la star du baseball Bobby Rayburn dans Le Fan de Tony Scott, etc. De la comédie, du drame, du film policier, de la science-fiction, du film de gangster, du thriller et tant d'autres registres dans lesquels Wesley Snipes prouve qu'il a toutes les qualités d'un véritable acteur, souvent aux côtés de comédiens et réalisateurs réputés qui plus est. Mais il serait également faux de réduire Snipes à ses meilleurs rôles car finalement, très tôt et dès le début des années 90, c'est surtout dans des films d'action qui flirtent souvent vaguement avec le policier ou le thriller que nous pourrons le voir casser la gueule à tout un tas d'ennemis. Parmi ces films, on trouve évidemment de tout en termes de qualité, mais très vite, on constate parmi eux des projets qui sont manifestement purement alimentaires pour le comédien, mais qui vont petit à petit commencer à l'enfermer dans une case qu'il aurait peut-être mieux fait d'éviter. Ça commencera dès Passager 57 de Kevin Hooks, Drop Zone de John Badham, US Marshals de Stuart Baird, Money Train de Joseph Ruben, etc. Mais si tous ces films pré-2000 restent de plutôt bonne facture ou sont au pire des divertissements de qualité moyenne, à partir des années 2000, Wesley va de plus en plus apparaître dans des projets moins ambitieux et qualitatifs de façon générale, des direct-to-video de seconde zone qui mettront de côté ses qualités de jeu pour mettre en avant ses talents de combattant qui sont bien sûr très impressionnants. Et cela nous a donné des œuvres telles que Unstoppable, Seven Seconds, Nuclear Target de Detonator, Hard Luck de Contractor, Game of Death, etc. Même si je ne nie pas que parmi ces films certains restent amusants et divertissants, on constate quand même qu'au fil des années, en s'enfermant dans cette caricature de héros de films d'action qu'il ne représentait pas forcément lors de la première partie de sa carrière, Wesley Snipes ne s'est pas rendu service et a accepté des rôles de plus en plus douteux dans des productions de plus en plus discutables et peu ambitieuses. Mais bien sûr, vous le savez certainement, cette déchéance n'était pas uniquement une question de choix. Premièrement, si Snipes s'est autant tourné vers le marché du direct-to-video, c'est tout simplement pour profiter de sa propre société de production, Amenra Films, qu'il a fondée dès 1991 et qui se spécialisera dans les années 2000 dans la production de direct-to-video bien sûr. Et forcément, l'un des avantages de ce producteur ô combien spécial, c'était de pouvoir lui-même jouer dans certaines de ses productions et sensiblement augmenter d'un coup leur rentabilité. Il capitalisait sur sa propre image et sa popularité post-Blade, alors qu'il était plus ou moins à l'apogée de sa célébrité, et a donc lui-même fortement contribué à se donner cette image
personnage d'actionneur de films de série B et autres petites productions, parfois de qualité plus que médiocre. C'était donc une vision purement mercantile, loin de ses ambitions de début de carrière lorsqu'il bossait avec des réalisateurs accomplis pour des projets artistiques ambitieux, mais cela reste plutôt intelligent et d'ailleurs, ça fonctionnait plutôt bien pour lui. Et c'est un parcours qui ne sera pas sans vous rappeler celui de Dolph Lundgren d'ailleurs. Mais malheureusement, un événement inattendu viendra mettre un gros coup de frein à la carrière d'acteur et donc par conséquent de producteur de Wesley, et vous savez certainement déjà tous de quoi je veux parler. C'est démêlé avec la justice et notamment le fisc américain qui l'accusera de fraude fiscale à partir de 2006. Pour faire simple, il aurait apparemment travaillé avec des conseillers fiscaux véreux et ce en connaissance de cause, et aurait profité de remboursements considérables grâce à de fausses déclarations, et même de carrément n'avoir pas déclaré ses impôts 5 ans d'affilée. Et donc, alors qu'il était théoriquement au sommet de sa carrière après avoir joué un certain chasseur de vampires au cinéma, et que sa société de production se portait au mieux, c'est devant la stupéfaction générale qu'il fut incarcéré en 2010, et ce pour 3 ans, après 4 ans de combats judiciaires durant lesquels il n'a cessé de se défendre en expliquant qu'il faisait l'objet d'un acharnement injustifié. Forcément, après tant d'années de problèmes avec la justice puis de prison, sa carrière fut mise en danger, et depuis sa sortie, force est de constater qu'il ne participe à plus grand chose d'intéressant. Bon, il y a son sympathique retour dans Expendables 3, qui ne l'empêchera d'ailleurs pas d'être un mauvais film, mais on peut voir que Snipes a gardé ce qui faisait sa force au-delà de ses performances physiques, une certaine humanité, une autodérision étonnante et une bonne dose d'humour. Et pourquoi il t'avait enfermé? Évasion fiscale. Et sinon, on a pu le voir depuis dans... des films d'horreur. Des films d'horreur que nous allons passer en revue ensemble. Alors certes, c'était une longue intro, mais il était nécessaire d'expliquer ou rappeler le plus brièvement possible ces faits, car forcément, tout cela a eu un impact énorme sur la carrière de notre bonhomme. Mais avant de nous pencher sur son éventuel déclin, parlons d'abord de son apogée. Car oui, le sommet de la carrière de Snipes fut atteint, dans l'inconscient collectif, grâce à un film, ou plutôt une série de films qui, s'ils n'étaient pas tout à fait des films d'horreur, situaient incontestablement leur intrigue dans un univers horrifique. Vous voyez de quoi je veux parler ? Après la déconvenue majeure de plusieurs représentants des films de super-héros à la fin des années 90, le genre paraissait voué à disparaître, comme s'il n'intéressait plus le public. Et, contre toute attente, c'est un héros moins connu qui viendra redorer le blason de ses œuvres et prouver que les spectateurs n'y sont en aucun cas réfractaires. Car oui, avant que Disney ne lance la mode abominable des super-héros avec son Marvel Universe, Blade de Stephen Norrington marquait un tournant très important dans le genre en reconquérant le cœur du public. Et donc, sans lui, potentiellement, les Avengers n'auraient peut-être même jamais existé. Quel dommage ça aurait été quand même. Ouh là là, quelle horreur. Bon, ça va, je crois que t'as compris que je suis pas un grand fan de ces films, du coup, j'arrête mes mauvaises blagues. Le prends pas mal. Wesley Snipes y incarnait donc le personnage éponyme, un super-héros mi-vampire, mi-humain, qui traque les créatures aux dents pointues sans relâche, tentant de laver le monde de leur immonde présence. Un monde dans lequel les vampires sont secrètement impliqués à tous les niveaux, puisqu'ils possèdent des représentants partout dans la société, que ce soit parmi les civils, les politiciens, les forces de l'ordre, etc. Mais chez les vampires eux-mêmes, tout le monde n'est pas sur un pied d'égalité. Les sangs purs, nés vampires, méprisent leurs camarades nés humains et transformés par la suite, et certaines inégalités sont désormais la source de discorde. Quand je parlais d'univers horrifique, c'est bien sûr notamment à cause de la présence de ces vampires qui impliquent normalement des séquences gore ou violentes ou au moins une imagerie un petit peu sombre. Et c'est bien sûr le cas ici. Le film, coproduit entre autres par la New Line Marvel et Amenra, la société de Wesley Snipes, est donc plus ou moins taillé pour lui. Il n'est d'ailleurs pas seulement comédien mais s'occupait également de chorégraphier les nombreux combats. D'ailleurs, la New Line ne croyait qu'à moitié en ce projet et a donc laissé pas mal de liberté au réalisateur, ce cher Norrington, plus connu pour ses effets spéciaux que pour sa réalisation, et au scénariste David S. Goyer qui, s'il avait déjà pas mal d'expérience, se fera vraiment connaître avec Blade avant de s'occuper de la trilogie Batman de Christopher Nolan. Mais revenons à Blade. Wesley Snipes nous livre un taf tout à fait adapté aux besoins de ce anti-héros, violent, brutal, peu bavard et social. Snipes arrive à nous donner l'impression que ses mimiques ou ses réactions relèvent plus de l'instinct que de la comédie. Blade est à coup sûr un être solitaire, un marginal, voire même un antisocial, et tout dans le jeu de Snipes tend à nous faire croire à ce résultat. Outre le fait qu'il casse des culs à de nombreux vampires de façon bien stylée, bien sûr. Au-delà de ça, dans l'inconscient collectif, Wesley Snipes incarne parfaitement Blade. Il est Blade, à tel point que même les comics se calqueront sur son apparence à partir de là, changeant radicalement l'ambiance de la bande dessinée et le style de son héros pour la rendre à la fois plus moderne et plus sombre, à tel point qu'il est difficile de l'imaginer campé par quelqu'un d'autre aujourd'hui, même s'il va bien le falloir, puisque Disney compte bien nous le ressortir du placard. Playing a comic book character is the best of all worlds, 'cause anything goes. Puis bon, Blade devient à l'époque le super-héros noir le plus populaire du monde, sans pour autant avoir une intrigue qui appuie dessus, ce qui reste un fait notable après les échecs commerciaux et critiques de Spawn et de Steel au cinéma. Par rapport à son intrigue, elle n'appuie pas directement sur ce fait-là.
Certes, mais toujours est-il que le film parle plus ou moins des différentes classes sociales à travers cette société de vampires dont les purs sangs sont automatiquement considérés comme supérieurs aux autres. Coïncidence ? Après sa très belle réussite commerciale, Blade réapparaîtra logiquement dans une suite 4 ans plus tard, en 2002, cette fois signée par un Guillermo del Toro fraîchement sorti de l'échine du diable, suite à la demande du président de la New Line lui-même, appuyé par le scénariste David S. Goyer. Et cette fois, c'est vraiment la consécration pour Blade, tant le film est considéré comme supérieur à son prédécesseur par un grand nombre de critiques et de fans. Plus sombre et violent, mais également innovant au niveau de sa mise en scène que l'on pourrait qualifier de furieuse, avec des mouvements de caméra ambitieux et une utilisation des effets spéciaux et de la technologie aussi astucieuse qu'avant-gardiste, mais surtout, Blade 2 est un authentique film de monstres comme Del Toro aime nous en proposer, avec ses créatures plus évoluées qui s'en prennent aux vampires, les obligeant à proposer une alliance à Blade grâce au prétexte de l'ennemi commun. Sauf que le véritable antagoniste n'est évidemment peut-être pas celui qu'on pense à la base. À nouveau, ici, Blade est un héros taciturne, et Wesley Snipes arrive toujours autant à nous faire croire à sa condition d'hybride surhumain, de par son jeu et quelques séquences destinées à nous prouver sa puissance et la crainte qu'il inspire aux vampires, pourtant véritable fléau de l'humanité. Okay, here's your chance. Come on, what are you waiting for? Comme pour son prédécesseur, Blade 2 ne condamne pas formellement les vampires, qui sont plus complexes que de simples monstres affamés. Certes, pour se nourrir, ils doivent tuer des êtres humains, et cette simple donnée en fait automatiquement des ennemis de l'humanité, et surtout un danger mortel. Mais tous ne sont pas aussi impitoyables, et ils ne sont d'ailleurs pas tous d'accord entre eux, comme en témoigne leur lutte intestine présente dans les deux métrages. Ils sont également obligés de rester un minimum cachés aux yeux des humains, qui, beaucoup plus nombreux, leur livreraient une lutte sans merci si leur existence venait à être révélée au grand jour. Ils ont donc appris à cacher leur société, leur structure officielle, et mis en place un mode de fonctionnement qui limite au maximum leurs meurtres et leurs agissements qui pourraient mettre leur existence en péril. Pas mal de compromis qui découlent tous du fait que, finalement, même si beaucoup parmi eux méprisent les êtres humains qu'ils considèrent à peine comme de la nourriture du bétail, ils sont surtout victimes de leurs conditions de prédateurs qu'ils n'ont, a priori, pas choisies pour la majorité d'entre eux. Et Blade, qui se situe entre ces deux mondes, essaye, pour sa part, de chasser sa part vampirique avec des sérums qui lui permettent de rester en vie sans pour autant prendre celle d'innocents. Ces sérums, qui doivent constamment être améliorés car son corps y résiste de plus en plus, sont l'une des preuves de l'extrême humanité de ce personnage, ou plutôt de sa volonté à garder cette humanité, alors qu'il pourrait très bien se laisser submerger et accepter sa condition d'hybride. It has been said, be proud of your enemy and enjoy his success. Combattre les vampires poursuit aussi, quelque part, le même but. C'est sa propre part d'inhumanité qu'il cherche à éliminer avec cette lutte impossible à gagner, dans les faits. Les vampires sont ses moulins, sa malédiction, la croix qu'il a choisi de porter. Au-delà du héros bourrin et de sa capacité à casser des gueules de monstres, sa simple condition d'hybride qui cherche sa place dans le monde cache de nombreux discours plutôt intéressants sur notre société, ses luttes de classe, ses différentes communautés qui cherchent à cohabiter, et surtout, ses élites conservatrices qui ne voient pas ces évolutions sociétales d'un très bon œil. Le premier film pointe cela de façon assez claire. Les vampires sont une institution ancestrale au sein de laquelle les individus sont classés selon la qualité de leur sang, de leur lignée. Et les plus haut placés ne sont pas d'accord avec l'évolution de la jeunesse, ne tolèrent pas la place de plus en plus importante qu'ils tentent de prendre, et un vrai fossé générationnel se crée donc entre eux. Dans le deuxième opus, une nouvelle espèce mutante fait son entrée en scène, ce qui rebat les cartes et change les différents rapports de force, et les vampires se mobilisent pour la faire disparaître. De nombreuses analogies avec les différentes communautés qui cherchent à être reconnues dans nos sociétés sont évidemment possibles, et ne seront pas sans rappeler les discours des films ou comics X-Men sur la différence et les évolutions de la société. Et bien sûr, le fait que Blade soit noir n'est pas anodin lorsque l'on parle d'évolution sociétale et de communauté, vous l'aurez compris. D'autant que dans les faits, c'est un métis mi-vampire, mi-humain, et ça aussi, c'est lourd de symbolique. Il appartient aux deux mondes et, de ce fait, a du mal à trouver sa place. Half human, half vampire, so he's always in a struggle. Internal struggle between the good and bad forces. Mais donc, oui, Wesley Snipes a Blade dans la peau, s'est approprié le personnage comme personne et a pu mettre en pratique sa maîtrise du karaté Shotokan et de Hapkido dans ses films. Jouer ce rôle a été un tournant décisif dans sa carrière, car même s'il avait eu des premiers rôles auparavant et qu'il avait déjà une certaine popularité, son personnage le plus iconique reste incontestablement Blade, et de très loin. Wesley Snipes n'avait jamais été aussi bankable et était, plus que jamais, au sommet de sa gloire. Puis, petit à petit, l'ascension s'arrêta pour se transformer lentement mais sûrement en descente aux enfers. Et, ironiquement, cela commence probablement avec Blade Trinity. Oui, parce que Blade 3, ça sonne pas assez bien, donc Blade Trinity.
Après 2 énormes succès au box-office, la New Line comprit enfin qu'elle avait entre les mains une poule aux œufs d'or, et se pencha un peu plus sur la pré-production de Trinity que sur celle des 2 premiers films, et changea pas mal de choses dans le script de Goyer. En échange, il fut choisi comme réalisateur de ce 3e opus, après que Del Toro et Norrington aient tous les 2 refusé de revenir aux affaires. Del Toro parce qu'il allait travailler sur Hellboy, le projet de ses rêves, et Norrington parce qu'il avait détesté le script, et pour cause. Goyer, qui avait toujours vu Blade comme une trilogie, voulait finir sur une apothéose, un récit post-apocalyptique dans lequel les vampires avaient réussi à prendre le pouvoir avec une intrigue qui faisait volontairement écho au roman Je suis une légende de Richard Matheson. Malheureusement, cela ne plut pas à la New Line qui le força à faire machine arrière. Et force est de constater que Blade Trinity a coché toutes les cases du cahier des charges bidon du blockbuster à succès selon les producteurs. Un casting presque entièrement pompé dans les séries télé populaires de l'époque, un humour vaseux et discutable beaucoup trop présent, y compris durant les séquences à enjeu, un scénario remanié par la prod et aseptisé au possible, une mise en scène bancale et qui s'éloigne le moins possible des sentiers battus, etc. Je veux dire, le film enchaîne les fautes de goût purement grotesques. Le Dracula joué par un Dominic Purcell plus beauf que jamais en est l'une des pires. On passe d'un monstre plutôt bien designé à un individu aux chemises ouvertes et aux lourdes chaînes autour du cou qui ne fait rien d'autre du film que fuir Blade et s'énerver devant une gamme de sextoys à son effigie. Le film insiste pourtant sur sa puissance démentielle et le compare au roman de Bram Stoker à plusieurs reprises, qu'il qualifie de conte de fées par rapport à la vraie existence de ce Dracula rebaptisé honteusement Drake pour l'occasion. Eh bien, je trouve le Dracula classique de Bram Stoker bien plus crédible et effrayant que ce Drake inconsistant et au regard des plus bovins. Never drink. Why? Ryan Reynolds est, comme souvent, insupportable avec des blagues d'un niveau ahurissant. What if the one lesbian vampire stayed at the other? Shut up, King. See you in 28 days. Lors de moments qui se veulent dramatiques, I ate a lot of garlic. And I just farted. Silent but deadly. et qui sont finalement assez précurseurs de celles qui parsèmeront le Marvel Cinematic Universe peu de temps après. Que dire de la réalisation impersonnelle de Goyer, qui pense que filmer ses personnages marchés au ralenti durant la moitié du film est trop stylé et les rend immédiatement impressionnants et badass, alors que c'est juste kitsch et ridicule, ou ces gros plans étranges et de mauvais goût qui ne seront pas sans rappeler les heures les plus sombres de Batman et Robin. Et ce scénario incohérent qui tient sur deux lignes et qui sacrifie gratuitement un personnage phare de la trilogie dans son premier tiers, sans que cela ait la moindre retombée dramatique ou émouvante sur le spectateur tant la mise en scène n'a pas appuyé correctement dessus, mais surtout qui cherche à étaler son vide inconsistant et qui cherche à être inutilement complexe sur 2 heures qui font de ce film à la fois le plus court de la trilogie et le plus long à suivre pour le spectateur atterré. Et où est Wesley Snipes dans tout ça ? A-t-il seulement joué dans ce film finalement ? La question peut paraître idiote, mais selon l'entièreté du cast et de l'équipe technique, Snipes avait complètement débloqué, passé le plus clair de son temps dans sa loge et n'allait sur le plateau que pour jouer des scènes en gros plan, le reste étant refourgué à ses doublures. Son nombre de lignes de dialogue est ridiculement faible et composé en grande partie d'onomatopées et de phrases à un mot. Lié contractuellement au projet, le fait est que Snipes y a participé à contre-cœur et détestait le script de Goyer ainsi que la nécessité de devoir partager l'affiche avec Jessica Biel et Ryan Reynolds, à qui il n'a d'ailleurs pas rendu la vie facile. Il ne leur a pour ainsi dire jamais adressé la parole directement, sauf pour dire à un moment à Reynolds qu'il ferait mieux de garder sa bouche fermée s'il voulait vivre. Bon, ok, c'est pas très sympa, c'est plutôt gratuit, mais je suis avec Wesley sur ce coup-là. Il exigeait que tout le monde l'appelle uniquement Blade et ne communiquait avec l'équipe qu'à l'aide de post-it. Selon l'équipe technique, il passait son temps à fumer des joints dans son coin et subissait une sorte de burn-out qui le rendait colérique et susceptible. Ses prises de bec avec Goyer furent nombreuses et il lui reprocha même d'être raciste, suite à quoi, selon le cinéaste lui-même, il faillit l'étrangler. Il ne fournit que le strict nécessaire à sa prestation et il est clair qu'il n'y donna pas beaucoup d'efforts. Cela se ressent grandement sur le film et surtout sur sa présence devant la caméra, bien amoindrie par rapport aux 2 précédents opus, que ce soit durant les scènes d'action ou celles d'exposition, ce qui n'est guère étonnant quand on sait qu'une grande partie de ces séquences sont en fait jouées par des doublures silencieuses. Bref, sans vouloir tomber dans le commérage abrutissant des magazines People, il est clair que Snipes n'avait pas envie d'être là, et vu que son personnage portait une grande partie des films sur ses épaules, le fait que, à la fois le scénario, la mise en scène bancale de Goyer et la mauvaise volonté de Snipes amoindrissent autant sa présence, a évidemment un énorme impact sur la qualité du film en elle-même. Ajoutez à cela une menace vampire cliché, ridicule et qui ne paraît jamais assez menaçante pour mettre notre trio de héros en danger, et ce malgré les efforts des personnages pour essayer de nous le faire croire à travers des lignes de dialogue débiles, et vous avez un film tout simplement raté qui est passé à côté de son sujet.
Ce fut d'ailleurs un échec commercial sur le sol américain, rattrapé en partie par ses chiffres à l'international, au-delà des critiques purement catastrophiques qui lui tombèrent dessus. Et cela marquera donc le début de la chute, si je puis dire, de Wesley Snipes, qui commencera dès lors à enchaîner les direct-to-video peu ambitieux, à tel point qu'entre 2004 et 2019, on ne le verra que 3 fois au cinéma. Mais rassurez-vous, on a encore du carburant pour cette vidéo, car au milieu de toute cette Snipesploitation, qu'il a lui-même créée, je le rappelle, il y a 3 films d'horreur qui sont... c'est intéressant d'en discuter, vous allez voir. En 2006, Snipes commence donc à avoir des soucis avec la justice à cause de ses pratiques fiscales pour le moins discutables, mais il était alors en plein tournage au beau milieu du désert de Namib en Namibie. Lorsqu'il eut vent des poursuites judiciaires qui étaient lancées contre lui, il se rendit de lui-même à l'aide de son jet privé aux États-Unis pour se rendre aux autorités. Il put plus tard reprendre le tournage après avoir payé une caution de $1 million, mais ses ennuis continueront tellement à perturber la production que celle-ci ne sera pas terminée lors de son incarcération en 2010. Finalement, le film sortira directement en vidéo en 2013 après maints bricolages nécessaires pour tenter de le finir, et le résultat sera sans appel, une véritable catastrophe. Et ce film, c'est Gallows Walker de Andrew Gott. Hey, come on, I don't know how to be dead. No one taught you how to live. Ce film est clairement celui qui a le plus subi les conséquences des démêlés judiciaires de Wesley Snipes, qui était énormément impliqué dans ce projet. Au-delà du premier rôle qu'il y jouait, forcément, il en était à la base l'un des principaux producteurs, avant de devoir se retirer à cause de ses ennuis. Et d'ailleurs, il ne tarissait pas d'éloges sur ce projet qu'il voyait un petit peu comme son nouveau Blade. Il comptait, avec Andrew Goff, instaurer un nouvel univers unique entre western, horreur et science-fiction, qui avait sa propre mythologie, et surtout, un nouveau héros solitaire et maudit qui parcourait inlassablement le désert dans l'espoir de mettre un terme à sa malédiction. Car, voyez-vous, les victimes d'Aman, notre anti-héros, se transforment en morts-vivants et se relèvent pour déverser sur le monde leur soif de vengeance. Et franchement, c'est un parti pris plutôt cool. Si on regarde de loin, le film a un pitch de départ intéressant, esthétiquement, ça n'a pas l'air trop naze si on oublie les lentilles à la Twilight, la photographie est assez jolie, l'univers est intriguant, puis on n'est pas sur une petite série B fauchée ici, on est quand même sur une production à $17 millions. Mais bon, je vous l'ai dit, c'est une catastrophe. Les multiples retards que le film a accumulés à cause des problèmes de Snipes lui ont clairement coûté cher. À force de postposer le tournage de certaines scènes pour finir par en supprimer et changer le scénario à la hâte pour espérer le terminer rapidement, l'intrigue en est devenue complètement incompréhensible et indigeste. Puis bon, une production de ce type qui finit par durer 6 ans, ça n'augure jamais rien de bon. L'équipe n'a pas réussi à rattraper tous les soucis qui leur tombaient dessus. Et pourtant, les producteurs ont tenté d'utiliser les déboires de Snipes dans leur stratégie de promotion. Finalement, on parlait beaucoup du comédien à ce moment-là, et ils espéraient que ça mettrait leur film en lumière. Il y a même une phrase de l'un des producteurs qui disait « Wesley s'est rendu lui-même à la justice. Nous sommes confiants pour le reste de la production. » Puis, si les médias en parlent autant, ça prouve bien que c'est parce que c'est une grande star. Tu parles. Un tournage autant rallongé cause bien sûr d'énormes problèmes de budget qui, lui, n'est pas illimité, et ça se ressent par exemple dans certains des effets spéciaux à la qualité très relative. Et surtout, il est assez flagrant que certaines des grosses scènes d'action prévues originellement ont été supprimées et remplacées par des scènes de rien. Des scènes d'exposition interminables d'une lenteur qui jure fortement avec le rythme que le film tente d'instaurer et qui, combiné à un scénario rafistolé autant que possible, nous donne un long métrage d'un ennui des plus conséquents, sans parler, à nouveau, de son intrigue poussive. Quant à Wesley Snipes, son personnage est ici un sous-Blade. Taciturne, antisocial et solitaire, maudit et pas complètement humain, on sent bien que le bonhomme a voulu renouer avec son succès de quelques années auparavant. Malheureusement, si Blade a été aussi populaire, ce n'est pas uniquement grâce au charisme de Wesley Snipes, mais bien grâce à des intrigues intelligentes, des mises en scène maîtrisées et parfois innovantes, et surtout un univers vaste et cohérent à la mythologie prenante et l'imagerie horrifique intéressante qui savait jouer avec les codes du genre et les renouveler. Dans Gallows Walker, on ne retrouve pour ainsi dire rien de tout cela, et l'influence que Wesley Snipes a eue sur le film est finalement bien maigre, vu qu'il a loupé les 3/4 du tournage, à tel point que la voix off de son personnage est récitée par un autre comédien, choisi parce que sa voix ressemblait à la sienne. Bref, un ratage complet et une symbolique très pertinente de la situation professionnelle et personnelle de Wesley à cette époque. Un naufrage total, surtout quand on sait que l'acteur nourrissait l'ambition que le film aiderait à améliorer l'industrie cinématographique en Namibie et plus globalement en Afrique, qu'il présente comme ses racines. Comment dire que ce ne sera pas le cas ? Et après cet échec incontestable, Snipes jouera dans 2 autres films d'horreur, des chefs-d'œuvre en puissance, oh que oui.
Les deux films sortirent directement en vidéo en 2017 et sont coproduits par ce très cher Wesley en personne. Le premier, The Recall, est réalisé et scénarisé par Mauro Borelli, surtout connu pour ses travaux dans les départements artistiques de bon nombre de films. Et pour le coup, il avait décidé de partir sur un scénario des plus classiques. Une bande de jeunes décide de partir en vacances dans un chalet au milieu des bois et vont se retrouver au beau milieu d'une invasion extraterrestre. Mais alors qu'ils sont dans la merde jusqu'au cou, ils seront secourus par Wesley Snipes qui campe ici un ancien astronaute qui s'était fait enlever par les aliens, qui nourrit une rancune tenace envers le gouvernement et qui attendait le retour des extraterrestres depuis une vingtaine d'années. Alors, le film en question est plutôt bien réalisé en soi, jolie photographie même si vraisemblablement dans ces bois profonds en pleine nuit on y voit comme en plein jour, et les effets spéciaux, malgré un faible budget d'à peu près 3 millions d'euros, font plutôt bien le café. Non, ici, le problème est ailleurs, et notamment dans la connerie monumentale de l'intrigue. Désolé pour la vulgarité, mais je n'ai définitivement pas d'autres mots pour la qualifier. L'invasion alien est tranquillement annoncée par la télévision, sans que cela ne fasse particulièrement réagir. Les dialogues de notre groupe de jeunes clichés au possible sont d'une stupidité sans nom, comme lorsqu'une sorte de méduse rougeâtre apparaît, et que l'une des jeunes filles demande « si c'est un drone ». Sans aucune crainte, aucune surprise, voilà donc la première question qui vient à l'esprit de notre jeune protagoniste. Nous devons suivre ce groupe insipide et leurs vacances sans intérêt pendant beaucoup trop longtemps et rapidement assister à leurs disputes artificielles et leurs amourettes stéréotypées au possible donne furieusement envie de stopper net le visionnage. Cependant, lors du dernier tiers du film, tout à coup, le niveau s'élève considérablement et Borelli nous rappelle qu'il a énormément d'expérience dans la conception d'univers ou de créatures et, avec très peu d'argent, nous emmène dans quelques séquences qui, lorsque l'on pense que tout le film aurait pu suivre le même chemin, nous font saliver d'envie. Une porte vers un univers sombre et passionnant s'ouvre alors momentanément à vous, avant de se refermer brusquement sur une séquence finale des plus stupides, sur fond de conspiration gouvernementale aussi subtile qu'un coup de marteau sur les orteils. Quant à Wesley Snipes, ici, il joue une sorte de vétéran bourru et marginal, qui vit en ermite au beau milieu des bois et qui a consacré sa vie au futur accueil des extraterrestres qui l'ont enlevé. Peut-on peut-être y voir une revanche envers ces geôliers et ces juges qui l'ont envoyé croupir en tôle ? À vous de juger. Du coup, après 20 ans passés à les attendre en connaissant pertinemment la date de leur retour, il a pu se préparer comme il se fallait. Il a planqué un piège à ours dans les bois. Un seul piège pour une invasion extraterrestre. Et d'ailleurs, aucun alien ne tombera dans ce piège, qui piégera bien sûr l'un des adolescents. Bravo Wesley. Dans ce rôle cliché, Wesley s'auto-parodie au possible en espèce de soldat vétéran qui ne sert finalement pas à grand chose dans le film et qui a, à nouveau, un nombre de dialogues très limité. Il nous gratifiera tout de même d'un bon nombre de mimiques et de mots mécontentes, ainsi que d'un ou deux reniflements grossiers dignes de sa condition d'ermite qui vit en pleine nature. Ici, son utilisation fait tout pour rappeler au spectateur à quel point il est has-been. C'était un ancien astronaute et vétéran de l'armée expérimentée, ce qu'on pourrait comprendre comme c'était un grand acteur de films d'action. Et dans un cas comme dans l'autre, il n'y a plus que ses restes à l'écran, ce qui semble confirmer au public que le Wesley Snipes d'il y a 10 ans est effectivement trop vieux et n'est plus que l'ombre de lui-même. Ça se passe un petit peu mieux pour lui lors de Armed Response, réalisé par John Stockwell qui jouait Cougar dans Top Gun et qui a par exemple réalisé le film d'horreur Touristas, et c'est une étrange coproduction entre Wesley Snipes et la WWE. Ne me demandez rien, je ne suis pas au courant. Ici, nous suivons une équipe de soldats armés et entraînés qui pénètrent dans une base militaire gérée par une intelligence artificielle dont l'équipe de garde ne répond plus. Ils viennent donc enquêter et très rapidement, ils constatent que tout le monde est mort dans le complexe. Reste à savoir pourquoi et comment. Et nous sommes ici en présence d'un film pour le moins ennuyeux qui ressemble plus ou moins à un film de maison hantée dans lequel les fantômes sont remplacés par les manigances d'une intelligence artificielle surpuissante qui peut pour ainsi dire faire ce qu'elle veut. Rapidement, nous constaterons que c'est évidemment elle qui a tué tout le monde et qu'elle compte bien tuer la quasi-totalité des enquêteurs aussi. Tout simplement parce que tout ce beau monde a participé à un massacre d'innocents en Afghanistan et que l'intelligence artificielle qualifie ça d'injustice monstrueuse qui doit être sanctionnée. Seul innocent du lot, le concepteur de l'intelligence elle-même qui est venu avec l'équipe de soldats et qui va comprendre peu à peu dans quoi sont impliqués ses camarades. Ceux-ci voudront alors étouffer l'affaire en détruisant le complexe et en éliminant son créateur, désormais seul témoin encore en vie, à part eux, bien sûr. Et c'est complètement idiot. C'est idiot parce que lors de ce fameux massacre, on voit bien que le responsable n'est pas cette équipe de soldats, mais le rallié criminel de guerre local qui a tout provoqué. Le film nous montre clairement la détresse des soldats devant l'incident qu'ils ont involontairement causé, que ça n'était pas leur volonté et qu'ils ne le toléraient pas. Mais une fois le flashback passé, ils deviennent tous des assassins criminels prêts à s'entretuer pour garder le secret sur cette affaire. Et Wesley Snipes, chef de cette escouade, est donc l'un des véritables antagonistes du film qui donne l'ordre aux autres soldats d'éliminer les témoins et de détruire la base. Le fait qu'il soit en fait un enfoiré sera la seule petite surprise
surprise du film, qui jusqu'ici le montrait plutôt comme un homme sympathique et tolérant, contrairement à certains de ses hommes. Le film se veut donc être une critique des agissements horribles de l'armée américaine en Afghanistan et en Irak, mais le fait très mal, puisqu'il montre en parallèle qu'en fait les soldats ont pas fait exprès, c'est pas leur faute, tu vois, ils sont pas si méchants, mais ils méritent quand même de mourir. Un double discours qui dessert complètement le propos du film et le rend aussi inoffensif qu'inintéressant. L'action en elle-même fait très direct aux vidéos, c'est pauvrement mis en scène, les rares scènes d'horreur sont très kitsch et sont basées sur les horreurs de la guerre, ce qui, encore une fois, est une bonne idée de base, mais ne fonctionne pas car le film n'ose pas aller au bout de ses idées. Reste une ou deux morts un peu gore qui réveilleront peut-être votre intérêt devant ce vaste gâchis, que même la présence de Wesley Snipes ne suffit pas à améliorer un petit peu, tant il nous livre une performance des plus moyennes. Il est clairement juste venu cachetonner dans l'une de ses propres productions bancales, en sachant pertinemment que cela ne donnerait rien de grandiose. Voilà donc comment on pourrait résumer quasiment toute la dernière décennie cinématographique de Wesley Snipes. Un producteur peu désireux de livrer de bonnes performances et aux ambitions artistiques très limitées. Et franchement, ça fait mal de le dire. Finalement, la carrière de Wesley Snipes ressemble davantage à celle d'un Steven Seagal qu'à celle de son pote Stallone. Steven, I'd love to see you work with Wesley Snipes one day, man. It'd be nice. Where he at? He not in jail? Quelques films d'exploitation oubliables, un grand nombre de direct-to-video dont le seul argument de vente est la présence de son vétéran à l'affiche, des intrigues aussi poussives que brouillonnes, des mises en scène complètement insipides et des performances d'acteurs très limitées et décevantes. Ces projets ne lui tiennent pas à cœur et ça se ressent dès le premier coup d'œil. Wesley Snipes n'a donc définitivement pas une carrière horrifique très convaincante, mais celle-ci reste intéressante car c'est une parfaite allégorie de sa carrière d'acteur finalement. Elle a suivi son déclin et le représente parfaitement, surtout quand on voit le rôle de ses derniers films. Un vétéran, un vieux soldat fatigué qui revient inlassablement pour des missions de plus en plus ennuyeuses. Une parfaite métaphore des films eux-mêmes. Ceci dit, nous pouvons terminer sur une bonne note. Au-delà de ces films d'action médiocres et de ces films d'horreur pas loin d'être catastrophiques, il reste une flamme artistique dans le cœur de Snipes que l'on peut retrouver par exemple à l'affiche de Dolemite is My Name aux côtés d'Eddie Murphy qui était plus ou moins dans une situation similaire à la sienne d'ailleurs. Il nous y livre une très bonne prestation pour un film très émouvant et j'espère vraiment revoir Wesley Snipes dans d'autres rôles de ce type. Qu'il nous rappelle que c'est un vrai comédien avant d'être un gros bras, un bagarreur et que, fut un temps, il avait de véritables ambitions artistiques. Je compte notamment sur son pote Spike Lee pour les raviver, car un Wesley Snipes impliqué, franchement, ça n'a pas de prix. C'est déjà la fin de ce petit essai sans prétention, et j'espère qu'il vous aura plu. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.